Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Mot à mot avec Thomas Joly, Avignon, 70e, on est en 2016 et le mot est une question et mon premier mot est une image. C'est celle-ci. C'est Zelda. C'est la princesse Zelda. Oui, le jeu vidéo Zelda. C'est rigolo, vous me parliez de ça. La console vidéo est arrivée, j'avais 10 ans, je crois, dans les foyers. Et j'en ai eu une très tôt et je me suis passionné des jeux vidéo assez rapidement. Et aujourd'hui, c'est le seul moyen que j'ai de débarrasser ma tête de réflexion. C'est-à-dire, je regarde la télé, j'écoute la radio, j'écoute une musique, je vais au musée. Tout ça me fait réfléchir et travailler. Le seul moyen de faire une pause, c'est d'aller sauver la princesse Zelda. Entre autres princesses. Le mot suivant est mutant. C'est-à-dire que on va parler de votre travail, mais je trouve que vous êtes à la on the edge, comme on dit, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que vous êtes de cette génération qui veut sauver la princesse Zelda, et en même temps, vous êtes capable de jouer du Shakespeare pendant une journée complète et une nuit, enfin bon, pendant 24 heures. Est-ce que mutant est un mot qui vous convient ? Pivot peut-être. En tout cas, je n'ai jamais sectionné dans mon esprit quoi que ce soit d'ordre culturel. C'est-à-dire que j'ai souvent dit que ma culture allait de Britain à Britney, pour faire ce jeu de mots. Enfin, un peu facile, je vous l'accorde, mais en même temps d'avoir, oui, un pied dans le jeu vidéo, mais aussi un pied dans l'histoire avec, oui, Shakespeare, mais aussi d'aller chez Sacha Guitry, que j'ai monté, chez Marivaux, là, Georg Kaiser, Marc Ravenil, enfin, de ne jamais me borner à un quelconque formatage culturel bienséant. Voilà. Je fais théâtre de tout et tout m'inspire. Mot suivant, c'est environnement. C'est-à-dire que quand on commence le théâtre comme vous, à la bascule des 10-11 ans, ouais. Qu'est-ce qui, dans l'environnement, explique que vous soyez comme ça le pivot ? Alors, c'est très très énigmatique, même pour moi-même. Je suis né en ayant envie d'être d'abord danseur classique. Et puis ensuite, je voulais être un grand pianiste. Et puis après, je voulais être écrivain. Et puis c'est le théâtre qui m'a donné cette liberté d'être. Parce qu'en fait, je me sens libre sur un plateau. Mais pourquoi est-ce que c'est venu ? J'habitais un village. Je pense que mes parents, je le dis souvent, mais bon, ils ne m'ont pas éduqué au sens où ils ne m'ont rien contraint et que j'étais un petit garçon, mais faire de la danse classique c'était possible, faire de la musique c'était possible. J'habitais un petit village et ils me laissaient arpenter ces champs et ces chemins toute la journée en toute confiance. Donc il y a toujours eu chez moi cette liberté d'entreprendre, liberté de découvrir, cette curiosité possible à tout moment. Cet environnement-là, je crois, qui était sans limite, peut-être a généré ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, je peux me lancer dans un projet de 18 heures et ne pas avoir peur de cette limite-là. Je suis sans limite, peut-être. Sky is the limit. C'est cela, oui. Sans limite, nonobstant, il y a le mot famille, oui. Y compris un mot qui est repris dans la compagnie que Tout à vous fait. fondez. Parce que la famille, c'est limité. La famille, ça suppose de la solidarité, ça suppose de l'amour. Vous avez raison. Vous avez raison. Il fallait cette petite communauté, ce petit groupe. J'ai besoin d'être, un acteur peut partir seul, faire une carrière tout seul, aller de metteur en scène en metteur en scène. Moi, j'avais envie d'écrire une aventure collective, une aventure de famille. Je suis davantage je dirais, ému par les histoires des troupes comme Ariane Mouchkine, comme celle que Jean Vilar, tous les acteurs qu'il a fait venir ici au départ, celle d'Antoine Vitez aussi. Je suis fasciné par les troupes permanentes en Allemagne ou en Russie, ou la Comédie Française par exemple, cette idée de théâtre qui se fait dans la durée, qui permet de développer un vocabulaire, qui permet de développer la confiance aussi, qui permet d'aller plus loin et d'aller au-delà de la rencontre inopinée qui fait que souvent il y a besoin je pense, de cette humanité-là pour faire ce métier-là. Le mot suivant, c'est nuit. Et je reprends le mot nuit dans une réplique
de ce que vous proposez tous les jours sous forme de feuilleton dans le jardin Sécano, ici à Avignon, parce qu'à un moment il est dit « Avignon, une nuit dont seul son festival peut triompher ». Pour vous, qu'est-ce que c'est que ce triomphe nécessaire de la nuit? Triompher de la nuit, c'est pas rien. Non. Il me semble que quand Avignon est fondé et est imaginé par Jean Vilar, c'est d'abord la nuit de laquelle sort la guerre, la France, pardon, c'est la nuit de la guerre. Comment est-ce que le théâtre peut être curatif, peut raccommoder une société meurtrie, un temps troublé. Jean Vilar propose la réconciliation entre nous tous, et aussi avec, à l'époque, l'ennemi, puisqu'il fait très vite jouer Büchner, par exemple, ou Kleist, très très vite après la fin de la guerre, et surtout il pose le théâtre comme art fondateur de la société. Et je pense qu'il a raison parce qu'il réunit les deux besoins inhérents de l'être humain, je crois, que sont le besoin depuis 2500 ans d'être avec ses semblables, de se rassembler. On le voit dans la liesse ou dans l'effroi, la liesse de l'euro ou l'effroi d'un attentat, comme spontanément les gens ont besoin de se sentir avec leurs semblables. Le deuxième besoin, c'est ce dès tout petit, on demande à nos parents de nous raconter des histoires de manière spontanée, comme ça, et toujours la même d'ailleurs, souvent la même. Donc le besoin d'histoire, de récit, aujourd'hui un récit qui est flou, qui est troublé, à l'époque évidemment aussi, donc triompher de la nuit. Et Avignon, je pense que c'est ce triomphe-là. Je réponds, enfin je rebondis sur ce que vous dites. L'expression histoire préférée de l'enfant que vous êtes. Pardon, L'histoire préférée de l'enfant que vous êtes pour triompher de la nuit, quand vos parents vous en racontaient une. Moi, c'était l'histoire d'un petit poisson noir. Le petit poisson noir que j'avais en livre et qui après a été fait en spectacle d'ailleurs, et c'est l'un des premiers spectacles que j'ai vu, un théâtre d'ombre. Et j'ai des souvenirs très précis de ce spectacle, d'un poisson qui triomphait pour le coup ça ne veut pas être très compliqué, mais dans mes souvenirs, il y a un requin. Il fallait triompher d'un requin et il était pourchassé par un requin. Bon, voilà. Ça, c'est peut-être l'histoire qui, à la fois en livre et en spectacle, qui m'a peut-être fondé. Ouais. Si j'associe requin et politique, ça vous parle? C'est un peu rapide, j'irai pas si vite à dire que les politiques seraient tous des requins. Cela dit, je me pose quand même la question et j'encourage les politiques à réfléchir ici c'est l'endroit pour ça, à comment est-ce que le théâtre, et je parle du théâtre plus peut-être qu'un autre art, parce qu'il a le récit, comment est-ce que le théâtre pourrait guérir beaucoup de nos maux, peut-être pas les guérir, mais en tout cas redonner du discernement, redonner de la circulation de la pensée. Le théâtre ne sert qu'à ça, à faire circuler la pensée. Quand la pensée est arrêtée, la violence advient, qu'elle soit anecdotique ou événementielle, et il n'y a pas de petites violences, elles sont toutes grandes les violences. Et le politique là-dessus, ne pouvant plus donner de récit, laissons-le au théâtre alors. Peu de politiques viennent à Avignon finalement au total. On y vient par nécessité de s'y montrer. Peut-être. Plutôt que par conviction que la culture et le théâtre sont absolument nécessaires ou à l'origine de la politique. Peut-être, en tout cas, il est pour moi assez sidérant, et je ne prêche pas pour ma paroisse. Il se trouve que la culture aujourd'hui est pour moi l'outil, et je trouve étonnant qu'il ne soit pas davantage mis en avant. Voilà, cet outil-là. Nous sommes d'accord. Je dis feuilleton, je dis humour. On se marrait. Oui. Vous savez, le mot divertissement, ça veut dire détourner quelqu'un de quelque chose. Mais détourner, c'est juste faire un détour. Dans ce détour-là, on peut y trouver de la pensée, on peut y trouver de la substance pour réfléchir, pour du discernement, encore une fois. Et pas forcément de manière austère. La pensée, c'est vif, la pensée, c'est joyeux, la pensée, c'est coloré aussi. C'est des fois austère. Le ciel, la nuit et la pierre glorieuse, c'est votre feuilleton extrait.
Des festivals, ça existe depuis bien longtemps. Jean Vilar n'a pas créé la formule même de festival. Vous blasphémez, monseigneur. Jean Vilar a tout inventé. Non, non, je vous assure. Il y a les Corégies d'Orange, fondées en 1893, un festival d'opéra. Et puis le festival de Cannes en 1946. Et Bayreuth, créé par Wagner en 1882. Oui, mais des festivals de théâtre, c'est lui, nom de Dieu de bordel de merde. Non, mais non. En même temps, en Écosse, on crée le festival d'Édimbourg pour proposer une plateforme de l'épanouissement humain. Vous me la foutez à l'envers, monseigneur, avec ces révélations. La cour d'honneur du palais des papes, Richard II de William Shakespeare. Toby et Sarah. Bien. Tout le monde est là. Bien. Alors, Madame Dussan du Théâtre Français, nous allons commencer pour Richard II. On vous écoute. Richard II. Non. Béatrix. Enfin, on a dit des larmes. C'est un moment en cassure, un moment rupture, un moment fêlure. Je veux des larmes. Dès le On reprend. début, d'accord. Alors, cherchez vos larmes, et rapidement. Tout de suite, comme ça. De suite. Richard II. Voilà, c'est mieux. Non, bon. Richard II. Voilà. Faut-il donc nous quitter? Faut-il nous séparer? Stop. Non. Béatrix, on a l'impression que vous allez faire vos courses au marché. Non, mais non. Il y a urgence. Vous regardez Richard, et c'est vital. Vous allez dans l'urgence. Thomas Joly, le mot suivant, c'est mémoire. Que fait-on avec ce qui est écrit sur l'histoire du Festival d'Avignon? Comment est-ce qu'on détourne cette matière littéraire? Alors d'abord, on s'appuie sur ce très bel ouvrage d'Antoine Debec et Emmanuel Loyer sur l'histoire du festival, qui est un ouvrage très fouillé, mais on a eu aussi la grande chance d'avoir les archives de la Maison Jean Vilar grandes ouvertes pour nous. Donc on a fouillé, on a trouvé des textes, des lettres manuscrites, des lettres de spectateurs, etc. Et puis pour ne pas faire seulement une histoire qu'on pourrait dire officielle, on est aussi allé interroger des gens pour avoir une histoire plus intime, plus personnelle, des spectateurs qui viennent depuis un an ou deux, comme ceux qui viennent depuis 50 ans. On a fait des micro-trottoirs aussi pour avoir le ressenti des gens sur l'ambiance de cette ville. On a fait écrire des enfants sur le futur du festival, ce que pourrait être le Festival d'Avignon en 2086. Donc toutes ces matières-là composent un paysage multiple qui, avec toutes les thématiques qu'on donne chaque jour, nous permet de rebrasser à la fois les 70 années du festival, le présent du festival, mais aussi les 70 prochaines années du festival. Et ça, c'est quotidien. Donc la mémoire, elle est, mais c'est comme Shakespeare, c'est-à-dire que l'histoire est écrite, mais comment est-ce qu'on en fait une matière vivante, une manière poétique, une matière qui serait dramatique. Quand on lit le Henri VI de Shakespeare, quand on le voit, on est très loin de la vérité historique. Et puis il y a des anachronismes partout, et puis voilà. Mais c'est du théâtre. Et moi, je ne suis pas historien, je suis acteur. Nouveau format, création de lumière. Vous signez. Oui. Vous signez à la lumière. Pourquoi est-ce que vous éprouvez le besoin de signer à la lumière alors que vous êtes ou comédien ou metteur en scène, ou comédien et metteur en scène, mais aussi metteur en lumière? Et nouveau format parce que effectivement vous avez une proposition feuilleton sur Culture Box. Donc il y a là une réflexion large. Oui. Je suis fasciné, je pense comme un insecte la nuit, et attiré comme un enfant par la lumière, parce qu'il brille, peut-être doit être ça, mais surtout que la lumière pour moi est vraiment l'architecture d'un plateau. Elle est la vie, c'est un peu, et la lumière fut, mais il y a de ça chez moi. Moi je peux me mettre à pleurer d'un projecteur qui s'allume, et en tant qu'acteur je peux le ressentir cette chose-là, et ça me permet d'écrire en fait scéniquement le plateau. Donc je la signe, même si c'est pas moi qui installe tout, parce que c'est pas moi qui suis le technicien de la lumière, mais je peux pas faire en fait sans la lumière et sans l'espace. J'ai beaucoup de mal à travailler dans une salle de répétition en lumière de service, par exemple. Et sur les nouveaux formats, vous savez, le théâtre concerne peu de gens, en fait. Pourtant, après 70 années, même plus, de démocratisation, de décentralisation, aujourd'hui peut-être 10 à 15% des gens vont au théâtre. Et puis on fait des métiers nébuleux. Des gens ne savent pas qu'il y a à Avignon un in et un off, même du théâtre privé et du théâtre public. Quand moi, dans ma propre famille, je dis que je suis metteur en scène, c'est pas forcément clair, pas comme être boulanger, être metteur en scène. Donc je me dis qu'il y a un travail là à faire pour aller trouver des nouveaux publics. Et si Jean Vilar
et je le fais aussi, tous les autres metteurs en scène, sur la question de la décentralisation géographique sur le territoire, ce qu'on fait quotidiennement avec la compagnie par des ateliers, des rencontres, des spectacles qui tournent dans les milieux ruraux par exemple. Et il y a un autre territoire qui est le territoire numérique, qui me semble important aussi d'irriguer par le théâtre. Ce qu'on pourrait appeler une décentralisation 2.0, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous. Et parce que tout le monde a ça dans sa poche, tout le monde a ça au creux de sa main, quasiment, ou un ordinateur chez lui, et bien par là, on peut aller capter, donner, éveiller une curiosité pour l'art qu'on est en train de faire. Et c'est ce qu'on a proposé avec ce feuilleton qui passe sur Culture Box et sur France Télé, mais pas que. Dans tous les projets que j'ai imaginés depuis Henri VI, j'essaie de développer des objets périphériques via le numérique pour aller à la rencontre de nouveaux publics. Dans la manière dont vous feuilletonnez l'histoire du Festival d'Avignon, il y a une réplique qui dit dans ma mémoire faisons société et après nous verrons s'il est possible peut-être de faire du théâtre. Il s'agit d'abord de faire une société, après quoi peut-être nous ferons du bon théâtre. Voilà. Jean Vilar. Bon. Oui. Et là, il y a presque une contradiction. Je pense que quand il dit bon théâtre, il est sur un qualitatif du théâtre. Oui, on peut critiquer, dire ceci ou cela d'une œuvre, mais d'abord, à quoi sert le théâtre? On en a parlé. Il sert à structurer, à rapiécer cette société. La société est en défaite, et si elle est en défaite, alors il faut lui donner du théâtre, parce que le théâtre le fait la société. Et après, les questions, les querelles esthétiques, etc., elles pourront venir, je pense, ensuite. Je pense que c'est ça que dit Vilar. Moi, je pense qu'il est d'abord dans une volonté de reconstruction par le théâtre. Je vous montre ceci et viendra le mot suivant. Mes amis et moi venons d'assister au cloître des Carmes à la pièce Dans la jungle des villes. Contents du spectacle et de ses interprètes, nous rentrons, la colonne vertébrale, les reins et les jambes complètement endoloris du traitement que nous avons dû subir pendant 3 heures et demie. Ce n'est qu'à force de contractions musculaires de tous ordres et par un effort de volonté indéniable que nous avons pu résister jusqu'au bout au confort de vos sièges. Si on peut appeler de ce nom les planches trop longues et trop basses sur lesquelles vous avez imaginé d'entasser les cochons de payants spectateurs. Dans le cadre du réaménagement permanent de la cour d'honneur du Palais des Papes, nous avons aujourd'hui une chance vraiment inouïe. Nous allons accueillir une architecte tout à fait visionnaire. J'ai pensé à un système donc de trappe. Il y aurait des capteurs, voyez-vous, qui aspireraient le spectateur nuisible. Ainsi, dès qu'on entendrait un « dis donc, hop !» il est aspiré et à la même occasion, hop, un nouveau spectateur qui serait prêt en dessous pourrait hop, ressurgir et ainsi profiter de la suite du spectacle. Au sortir de cet extrait d'une proposition qui dure près de 24 heures, 18 heures, le mot, et ça fait écho aussi au numérique, c'est le mot immédiateté. Quel est le sens de ces 18 heures quand le théâtre sur une tablette, c'est 2 minutes 30 Et c'est trop court. Le sens... Je dirais la même chose. Mais... vous avez raison de parler. Vous avez raison de parler d'immédiateté, parce qu'une telle œuvre ne peut se bâtir et se représenter et se recevoir que grâce à cet ADN du théâtre qui est l'ici et maintenant. Il est obligatoire. L'ici et maintenant, c'est pas l'immédiateté. Hein. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. L'ici et maintenant, c'est être là où je suis, au plus près de mon existentiel. Alors, qu'est-ce que vous entendez par immédiateté? Parce que moi, ça, j'entends immédiateté. C'est le flux. C'est le flux, c'est ce qui passe. Ah. C'est le zapping permanent. Je dis toujours à mes étudiants journalistes, nous sommes devenus des immédiateurs, là où nous étions des médiateurs entre l'événement et le journaliste aujourd'hui. Il n'y a plus rien derrière moi. J'entends. C'est ça le sens de l'immédiateté. Alors, pardon, mais du coup, je ne vois pas très bien. Donc c'est l'idée. Comment est-ce que je peux proposer 18 heures? Quel est le sens de 18 heures?
comment est-ce que je redonne du temps au temps, comme disait l'autre. Comment est-ce que je fais pour que le temps redevienne la possibilité de l'ennui, donc la possibilité de la condition humaine. Exactement. Et du vivre ensemble. Et du vivre ensemble. Parce que, en fait. Le vivre ensemble avec le numérique, c'est pas évident, parce qu'on est. C'est le tribal du tribal du tribal du. Donc c'est un. Je suis d'accord avec vous. Sur le numérique, par contre, cela dit, passer par ces médias, par ces outils. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en passant par ces outils, ensuite les gens revenaient dans le théâtre, revenaient au vivant. Parce que le théâtre, il faut bien se dire ça, à 2500 ans, ce qui est inouï, tout un tas de révolutions lui sont passées dessus, qu'elles soient numériques, mais philosophiques, religieuses, citoyennes, et il est toujours là. Le cinéma même n'a pas eu raison de lui, et le numérique non plus n'aura pas raison de lui, parce qu'on ne remplacera jamais un être vivant devant un autre être vivant. Et être au même endroit en même temps, ça c'est déjà un début de solution que pose le théâtre. Mais pour revenir sur le temps, Henri VI ne se regarde pas, il se traverse. Et il se traverse pas seul, il se traverse en communauté. C'est la plus belle chose qui se soit passée sur ce projet, en dehors de ce qu'il y avait de qualité de plateau et d'investissement des acteurs, qui était nécessaire bien sûr, mais c'est que les gens ont passé un temps de vie ensemble. Avec ça, je crois qu'on renouait à une vieille utopie qui était la mienne, des Dionysies, en l'Antiquité grecque ou romaine, où la cité entière était arrêtée pour assister aux jeux du théâtre et aux jeux du cirque, où sport et art en fait. Et le temps était arrêté pour cela. Là, c'est la même chose. Henri VI, tout s'arrêtait pour les gens, pour nous-mêmes, et puis nous traversions ensemble ce moment-là. Vous avez raison, il y a de l'ennui. Il y avait de l'endormissement aussi, il y avait aussi des repas pris ensemble et il y avait aussi du dialogue avec son voisin, même de la prise de connaissance avec son voisin. Je sais que des gens se sont revus en dehors du spectacle. Quand je dis ennui, je ne parlais pas forcément de l'ennui dans un spectacle, c'est l'ennui de la vie, c'est-à-dire l'ennui existentiel. Et quand je suis confronté à ma solitude existentielle, etc. C'était ça. Oui, non, j'entendais bien. Mais on peut aussi s'ennuyer dans un spectacle. Et aujourd'hui, j'ai réfléchi au moment d'Henri VI à cette chose inouïe qui se passait. Je me disais, y a-t-il un autre endroit au monde où 1000 personnes, pendant 18 heures, sont ensemble pour écouter de la poésie et une histoire? À part être sur une croisière, mais on n'est pas tous ensemble, on est tous coincés ensemble, mais il n'y avait pas d'endroit... C'était inouï, et c'est pour ça que c'était, je pense, un vrai endroit de théâtre. Peut-être pour Game of Thrones, mais on attendra Richard III pour mourir. Hein. On arrive à la fin de cet entretien. Il y a peut-être une question. Quel est le mot qui vous manque? Est-ce qu'il y a un mot qui vous manque? Alors, il en manque toujours un. Oui. Mais, ou un mot qui n'est pas suffisamment investi, un mot qui est encore à habiller, qui est encore à froquer, comme on dit des frocs, quoi. C'est une grosse question. J'ai trouvé un gros mot. Un beau mot. La question, un mot qui me tient particulièrement à cœur et qui est un réinvestir, je crois, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie, moi, de faire avec ce que je propose. C'est la question, le mot discernement. C'est sans mettre le mot-clé du moment. Comment est-ce que, avec cet amas d'informations, cette vitesse grandissante, comment est-ce que on arrive quand même à réfléchir par soi-même, de soi-même, pour le reste? Et comment est-ce qu'on se pense soi au milieu du reste du monde, pour l'autre aussi. Toutes les dérives, pour moi, actuelles de la pensée sont dues à cet effacement ou cette impossibilité de discernement. Le fameux Mitakuye Oyasin des Indiens d'Amérique, ceux qui montent en haut de la colline dans leur cosmogonie et qui disent Mitakuye Oyasin au nom de ce à quoi j'appartiens. Une offrande et une manière de recevoir. J'ai un mot pour rire, pour terminer, pied. Oui, c'est l'autre feuilleton de ce festival. Eh bien oui, voilà, le pied est cassé, il est même fracturé plus en torse, parce que je ne fais pas les choses à moitié. Et alors oui, il faut que je lève le pied, on m'a remplacé au pied levé, du coup, dans le spectacle, on les a toutes faites. Non, il y a une chose jolie, on m'a dit que j'avais fait une Gérard Philippade.
C'est-à-dire qu'en 51, effectivement, parce que je rebrasse l'histoire du festival, Gérard Philippe était tombé, mais c'était beaucoup plus digne que moi, enfin beaucoup plus spectaculaire. Moi, j'ai loupé une marche, c'est pas très intéressant. Lui, il était tombé dans la fosse de la cour d'honneur, il s'était cassé le pied et ses partenaires le portaient sur scène pour qu'il vienne quand même jouer. Show must go on. Bon, il ne s'est pas soigné. Alors après, il a boité tout le reste de sa vie, ce que je ne vais pas faire. Et donc, je me suis retiré du plateau. C'est évidemment une frustration énorme. Et en même temps, un vrai plaisir d'être dans mon petit coin, au fond, du jardin Sécano et de regarder mes camarades et ce public. Merci Thomas Joly. Merci. L'ambulance vous attend. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.